Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Je suis ravie de vous retrouver dans ce quatrième épisode du podcast Fini les dettes, le podcast qui parle d'argent sans tabou ni langue de bois pour atteindre la liberté financière et bâtir la vie de vos rêves. Je vous remercie infiniment d'être présente et de m'écouter. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Malika Deriche, écrivaine, rentière dans l'immobilier et podcasteuse. Dans ce nouvel épisode, je partage avec vous ma stratégie pour rembourser plus de 12 000 € de dette sans aide extérieure. Bien entendu, cette stratégie s'applique à tous les montants des dettes. Que ce soit 500, 3 000, 12 000, 150 000 euros, tu peux appliquer cette stratégie. Alors, si tu es endetté et que tu ne peux ou ne veux compter sur personne d'autre que toi-même et savoir comment faire, cet épisode est fait pour toi. Il va beaucoup t'intéresser car tu vas apprendre beaucoup de choses et tu pourras en mettre certaines en place immédiatement. D'ailleurs, je t'invite dès maintenant à prendre de quoi écrire pour prendre des notes. Est-ce que tu es prête? C'est parti. Il y a quelques années, j'avais plus de 12 000 € de dettes. Comme tu t'en doutes, j'étais terrorisée, d'autant plus que je ne pouvais compter sur personne pour m'aider. Il m'a donc fallu trouver des solutions et être inventive. L'objectif de ce nouvel épisode est de partager avec vous la stratégie que j'ai mise en place pour rembourser plus de 12 000 € de dettes en s'appuyant uniquement sur ses propres moyens. Nous verrons aussi qu'aborder le poids émotionnel de la dette et les raisons pour lesquelles se libérer de cette charge est essentiel pour la tranquillité d'esprit et permet d'atteindre la liberté financière avec plus de sérénité. Ici, je partage avec vous une méthode étape par étape, adaptable à toutes, quelle que soit votre situation et que vous pouvez mettre en place et commencer tout de suite. Cet épisode est découpé en deux grandes parties. Partie 1, retour d'expérience personnelle, pourquoi et comment la dette est devenue un obstacle. Partie 2, comment sortir de cet engrenage. Commençons tout de suite par la partie 1, retour d'expérience personnelle, pourquoi et comment la dette est devenue un obstacle. Comme pour beaucoup de gens, la dette s'est glissée dans ma vie de façon insidieuse, mine de rien, et j'ai rapidement perdu le contrôle. Je vous raconte brièvement et vous allez peut-être vous retrouver dans mon histoire, dans mon parcours. J'ai commencé à travailler à 18 ans. Le seul conseil qu'on m'a donné vis-à-vis de l'argent, c'était mets de l'argent au cas où. Franchement, j'étais jeune et je n'ai jamais vraiment su ce que c'était que ce au cas où et surtout, je m'en fichais royalement. Ça m'était égal parce que moi, je voulais vivre et profiter de mon argent. Comme bon nombre de personnes, je viens d'un milieu pas pauvre, mais on était très loin, très très loin même d'être aisé. Si j'ai travaillé si jeune, parce que 18 ans, c'est très jeune, c'est qu'il y a des raisons. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans le tout premier épisode de ce podcast. Vous le savez, je suis totalement transparente parce que mon objectif est de vous aider à avancer et à vous libérer des contraintes financières, quel que soit votre point de départ et votre situation actuelle. Donc, pendant des années, chez mes parents, il n'y avait qu'un seul salaire, celui de mon défunt père, Rayahmo. Nous étions 12, 10 enfants et mes deux parents. Mon père a vécu 10 longues années de chômage et nous avons très souvent mangé des pommes et des pâtes, principalement. Des pommes et des pâtes. Et même lorsque la situation financière semblait aller mieux, s'être améliorée, ma mère disait toujours c'est trop cher, il n'y a pas d'argent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent pour ça. Donc, à 18 ans, dès que j'ai eu mon propre argent, celui que je gagnais en travaillant, je le dépensais comme je voulais. Alors, je commençais par me payer les choses dont j'avais besoin, c'est-à-dire les transports, mes repas à l'extérieur, mes vêtements, mes affaires scolaires, puisqu'à ce moment-là, j'étais étudiante en alternance, le téléphone et mes chaussures, pardon, qui sont pour moi une charge récurrente du fait de la maladie rare dont je suis atteinte. Ensuite venaient les plaisirs. Sorties entre amis, make-up, voyage, cours de chant, etc. Je vous avoue qu'à cette époque-là, je ne faisais pas mon budget. J'essayais, hein, évidemment, mais ça ne donnait rien de probant. Donc, je ne voyais pas vraiment ce que je faisais de mon argent, et puis rien n'était automatisé. Donc, très vite, j'ai commencé à vivre à découvert. Et sincèrement, ça a duré pendant plusieurs années.
Ma situation financière s'est aggravée quand je me suis mise en couple. À 25 ans, j'étais mère et je payais toutes les charges du foyer. J'avais la responsabilité financière de 3 personnes, plus un membre de la famille de mon ex-époux qu'on hébergeait gratuitement. Mon ex-époux était violent et j'étais persuadée qu'acheter la paix garantissait ma sécurité et celle de mon enfant. Évidemment, j'avais tort. Petite parenthèse, la seule solution face aux violences conjugales, c'est la séparation. Partir, se mettre en sécurité, le quitter. J'espère que le message est clair, même si j'ai conscience de la difficulté que représente la prise de cette décision. Fin de la parenthèse. Malgré mon salaire conséquent certains mois, puisque je cumulais des dizaines d'heures supplémentaires tous les mois, je n'arrivais pas du tout à joindre les deux bouts. C'était même de pire en pire. Parce que, en plus des charges du foyer récurrentes, je payais aussi les loisirs de monsieur. Ses sorties entre potes, ses voyages. Je payais absolument tout pour mon enfant, ainsi que mes transports, mes repas en extérieur et mes propres charges fixes. Je dépensais plus d'argent que je n'en gagnais. Et puis, vous savez, des factures surprises, entre guillemets, des réajustements, tout le monde y a droit. Donc, je n'y ai pas coupé. Et régulièrement, je découvrais un réajustement de facture d'électricité, par exemple. Et je me souviens d'une facture d'électricité de 277 euros. 277 euros. Je n'avais jamais payé l'électricité aussi cher. J'étais la cuisinière, l'intendante et le porte-monnaie de mon foyer. Sincèrement, je suis très honnête là-dessus, les filles, mon divorce a été une libération. Et je pèse mes mots. Je ne connais pas de mot plus fort que libération. Mon divorce a été une libération. Certes, ça a été très douloureux, je ne vais pas mentir là-dessus, mais ça m'a libérée de tellement de choses. Déjà, en premier lieu, de la violence, ce qui est très important, ce qui est même le plus important, se libérer de la violence, se mettre à l'abri du danger, vivre en sécurité physique, psychologique et émotionnelle, loin de lui, de cet homme violent. Et puis, ça m'a aussi libérée de toute cette charge financière qui n'avait pas du tout lieu d'être. Les dettes se sont accumulées sans que je m'en rende compte parce que je n'avais pas la tête à ça. Vous le savez certainement, je suis diplômée en comptabilité, mais je ne pouvais pas me concentrer sur mon argent. Je menais une vie qui était à l'opposé de mes valeurs. Je suis porteuse d'une maladie rare et quand mon enfant, né par césarienne, avait 3 mois, j'ai repris le travail, comme si de rien n'était. Pour information, la césarienne, c'est une opération qui laisse une cicatrice et il faut beaucoup de temps pour que la cicatrice se referme. Et cette phase-là est très douloureuse. Mais à 3 mois ou 3 mois de mon enfant, je suis partie travailler alors que j'avais le droit à 8 mois de congé maternité. C'est comme si c'était normal. Tout le monde profitait de la situation. Tout le monde, sauf moi et mon bébé. Vous voyez, c'était ça ma vie. Je passais mon temps à répondre aux besoins des autres et à souffrir. Cette période de ma vie a été l'une des plus difficiles qu'il m'ait été donné de traverser. Parce que, honnêtement, quand j'avais 18 ans, je vivais encore chez mes parents. Je n'avais pas d'enfants à charge, donc j'aurais pu rattraper la situation. Mais dès 22 ans, j'avais un loyer et des charges à payer. À 25 ans, j'étais en couple avec un homme violent et j'étais mère. La donne avait diamétralement changé. La situation m'a échappé et je ne savais pas du tout comment redresser la barre. Forcément, une fois que j'ai divorcé, j'avais l'esprit libre pour mettre mon nez dans les finances. Et là, la vérité m'a sauté au visage. J'étais tétanisée en découvrant que j'avais plus de 12 000 euros de dettes. Ces dettes, c'était des loyers impayés, des factures en retard et majorées, mes études de mode que j'avais repris, des amendes et des crédits à la consommation. Je n'avais pas encore 30 ans et je devais rembourser tout cet argent. Je n'avais personne sur qui compter ni qui pouvait m'aider. Je me suis effondrée en larmes. Je ne voyais pas vraiment ce que je pouvais faire d'autre que pleurer et puis sincèrement, je ne voyais aucune solution. Le pire, c'est que quand je discutais avec les femmes de mon entourage de l'argent, elles tenaient toutes, toujours, le même discours qui se résumait à des propos défaitistes. Pour résumer leurs propos, nous les femmes, nous n'avons pas assez d'argent, nous sommes pauvres, nous finirons pauvres, c'est comme ça. Ça m'a fait péter un câble, mais vraiment, ça m'a mise tellement en colère que je me suis littéralement retroussé les manches, toujours en pleurant, évidemment, c'était une occupation qui occupait une grande partie de mes journées, soyons honnêtes, et je me suis fait une promesse.
celle de m'en sortir une bonne fois pour toutes, oui, parce que, bah, évidemment, j'avais déjà essayé par le passé sans aucun succès, et d'écrire un livre dans lequel j'expliquerai à toutes les femmes qui en ont besoin comment faire pour sortir définitivement de l'endettement et devenir financièrement autonome. Alors, comme tu t'en doutes, j'ai réussi, sinon je ne serais pas là pour t'en parler. J'ai remboursé toutes mes dettes et j'ai écrit ce fameux livre, mon best-seller, Fini les dettes, qui est disponible partout. D'ailleurs, n'hésite pas à faire pause, à te rendre en librairie ou à le commander sur Internet. Ce livre est une pépite. Fin de la parenthèse. Je sais comment on se sent quand on est enfermé dans l'engrenage des dettes. On pense ne jamais y arriver, on se sent honteuse et on croit qu'on ne va jamais s'en sortir, qu'on va mourir endetté. C'est faux. Parce qu'il existe des solutions. Il existe une sortie qui mène à la liberté financière. Pour y arriver, il faut avoir une stratégie financière divisée en plusieurs étapes. Et c'est très exactement ce qu'on va voir maintenant. Étape 2, comment sortir de cet engrenage? Là, les filles, mesdames, je préfère vous appeler mesdames, mais dites-moi vous en commentaire si vous préférez que je vous appelle les filles ou mesdames. Moi, je vais garder mesdames. Je trouve quand même qu'on est des femmes, qu'on est entre adultes normalement, et on va s'appeler mesdames. Là, mesdames, je vous invite grandement à prendre de quoi écrire. Un carnet et un crayon feront très bien l'affaire pour prendre des notes. Parce que ce qui va suivre va être assez détaillé, donc un petit peu long, ne nous mentons pas. Évidemment, vous pourrez toujours revenir à cet épisode du podcast Fini les dettes, pardon, ainsi qu'à tous les autres. Mais si vous êtes comme moi, que vous avez une mémoire visuelle et ou que vous retenez mieux ce que vous écrivez, c'est le moment, mesdames, de prendre des notes. J'espère que vous avez tout ce dont vous avez besoin, parce que là, c'est parti. Étape 1, analyse des finances actuelles, faire le point sur les revenus et les dépenses. Il est très important de savoir où tu en es financièrement actuellement. Comme je te l'explique dans le livre Fini les dettes, faire le bilan de ta situation financière te permet de savoir où tu en es vraiment aujourd'hui, c'est-à-dire au moment où tu fais le bilan. Il ne s'agit plus de la situation d'avant, d'il y a quelques années, ni même d'hier, si entre hier et aujourd'hui tu as fait des dépenses par exemple. Il ne s'agit pas non plus de la situation dans laquelle tu penses être, dans laquelle tu espères être, ni dans laquelle tu as peur d'être. Non, là il s'agit de la réalité, ta réalité financière. Évaluer ta situation financière, c'est faire l'état des lieux précis. Et pour faire cet état des lieux, voici ce que je te conseille de faire. Va au plus simple. C'est ça mon conseil, va au plus simple. Installe-toi confortablement avec une tasse de thé ou de café ou ta boisson préférée du moment, quelques douceurs et de quoi calculer. Si tu allais finir les dettes, hein, tu sais que ce moment est important, mais pas toujours très facile. Pour calculer, la calculatrice de ton téléphone fera très bien l'affaire. Je sais qu'il y a pléthore d'applications pour tout gérer, mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux quand on fait l'analyse de sa situation financière. Parce que toi, tu es et tu restes ton meilleur outil de gestion. Dès que tu sais comment faire, tu n'as besoin de rien d'autre que de ton cerveau, car toutes les connaissances nécessaires s'y trouvent. Et heureusement, pour avoir ces précieuses connaissances, il y a ce podcast Fini les dettes et le livre éponyme. Tout ce que tu vas trouver en ligne ou en magasin contient trop d'informations. Par exemple, et ça me fait toujours lever les yeux au ciel, il y a des espèces de trackers de dépenses qui t'incitent à séparer tes dépenses, d'autres qui te font faire des calculs totalement inutiles pour savoir quel est le pourcentage de tes revenus que tu attribues à chaque secteur de dépenses. C'est-à-dire quel pourcentage tu attribues à l'alimentation, au loyer, aux soins, aux loisirs, etc. La vérité, mesdames, c'est qu'on s'en fiche. Oui, oui, on s'en fiche parce que ce n'est pas ce qui va t'aider à y voir plus clair ni à trouver des solutions. Bien au contraire, face à toutes ces informations, face à tous ces calculs, tu vas te sentir complètement perdu et même stupide parce que ces calculs pseudo-calculs savants sont tout à fait inutiles. Là, il s'agit de savoir où tu en es financièrement, faire l'état des lieux de ta situation financière actuelle. Et c'est suffisamment stressant comme ça. Alors, il faut faire simple. Et c'est ce que nous allons faire maintenant, oui, là maintenant, tout de suite. Faisons les choses simplement. Prends de quoi écrire.
choisis ce avec quoi tu es le plus à l'aise. Toi, tu prends une feuille de papier classique et un crayon ou un stylo, peu importe, soit tu ouvres une feuille de calcul Excel. D'ailleurs, je te conseille, si tu es plutôt papier crayon ou papier stylo, d'avoir un carnet dans lequel tu pourrais noter pardon, toutes ces informations, toutes les informations que je t'offre dans ce podcast Fini les dettes, et même carrément acheter le livre Fini les dettes, puisque le, c'est une source inépuisable de savoir. Fin de la parenthèse. Tu peux donc prendre de quoi écrire et sache pardon, que ce sera du calcul de base niveau primaire, c'est-à-dire addition et soustraction, et crois-moi, tu en es capable. Maintenant que tu as de quoi écrire près de toi, prends toutes tes informations financières et administratives. Là, tu vas devoir sortir toutes tes factures, tes impayés, tes lettres de rappel, les relances, les à payer prochainement, etc. Et tu vas aussi faire le point sur tout ce qu'on te doit. Prends aussi ton dernier relevé bancaire qui est révélateur de tes dépenses habituelles. Prends le temps de chercher tous ces documents, toutes ces informations. Je t'invite à faire pause, le temps de rassembler tout ça. Si tu préfères, tu peux aussi écouter l'entièreté de cet épisode pour appliquer ce que tu auras appris. Car évidemment, hein, tous les épisodes de ce podcast restent en ligne, comme ça tu peux y revenir autant de fois que tu le veux et que tu en as besoin. Voilà, maintenant que tu as toutes tes informations financières et administratives, tu prends sur ton support d'écriture et tu fais 2 tableaux. Dans le premier, il s'agit de ton budget mensuel de base en fonction de ton relevé bancaire, de ton dernier relevé bancaire, pardon. Si tu as lu Fini les dettes, si tu as le livre pardon, Fini les dettes près de toi, ton plan d'épurement se trouve en annexe à la fin du livre. Le plan d'épurement, c'est ce qui te permet de te libérer plus rapidement de tes dettes. Pour celles qui n'ont pas encore lu ce livre, vous trouverez le lien juste en dessous de cet épisode, tout simplement. Donc, dans ce premier tableau, tu notes toutes tes entrées et toutes tes sorties d'argent à date réelle, du 1er au 30 ou 31 et du 28 au 29 pour le mois de février. Si tu as déjà lu le livre Fini les dettes, tu connais l'importance d'avoir un suivi chronologique de tes entrées et de tes sorties d'argent. Parce que, je le dis et je le répète, la comptabilité de base, c'est un simple reflet de la vie réelle. Et dans la vie réelle, euh, on vit les jours en continu. On ne vit pas les jours en fonction de nos dépenses. On vit de façon chronologique. Tes dépenses et tes entrées d'argent racontent ton quotidien. Dans le second tableau, tu notes tout ce que tu dois, c'est-à-dire en termes d'argent, le nom de tes créanciers, c'est-à-dire à qui tu dois de l'argent, combien tu dois et pourquoi. C'est un peu comme ton plan d'épurement, hein, le fameux plan d'épurement qui se retrouve à la fin du livre Fini les dettes. Par exemple, si tu dois de l'argent à ta banque, supposons que tu as un crédit à la consommation de 5 000 euros, eh bien, dans ce tableau, tu vas écrire blanc, banque ou crédit à la consommation. Si tu en as deux, tu marques crédit à la consommation 1, banque crédit à la consommation 2, etc. Tu fais ça pour chaque créancier, y compris si c'est ta mère, y compris si c'est pour la box Wi-Fi, etc. En face de chaque nom, tu écris le montant que tu dois, depuis quand tu dois cet argent et quelle somme tu as déjà remboursé. Tu fais ça pour chaque créancier. Je te donne un exemple plus clair, un exemple probant. Supposons que tu aies un crédit à la consommation auprès de ta banque de 5 000 euros depuis le mois de septembre, d'accord? On va dire que tu rembourses 50 euros depuis septembre. Septembre, octobre, novembre, voilà. Là, ça fait 3 mois, donc tu as déjà remboursé 150 euros. Donc dans ton tableau, tu vas marquer banque, crédit à la conso, combien tu dois, 5 000 euros, combien tu as déjà remboursé d'argent, 150 euros, et puis tu peux dire, marquer à côté que tu rembourses 50 euros par mois. Tu dois aussi savoir Tu dois aussi noter, pardon, l'argent qu'on te doit, parce que ça aussi, c'est très important. Il n'y a pas que de l'argent qui sort de ton compte. Ton compte, c'est pas une passoire, tout ton argent ne peut pas disparaître comme ça. Il y a aussi des gens peut-être qui te doivent de l'argent, donc tu le notes aussi. Tu dois savoir, c'est important, quand est-ce qu'on te remboursera pardon, quand est-ce qu'on te remboursera ou te donnera de cet argent. Attention, évidemment, n'invente rien et n'écris pas non plus ce que tu espères. Tu dois t'en tenir à des données réelles, à des informations factuelles. Tu dois être sûr de toi et savoir à qui tu dois de l'argent, combien et depuis quand, et qui te doit de l'argent, combien et depuis quand. C'est comme ça
et uniquement comme ça que tu commences à être aux commandes de tes finances. Tu vois, tu n'as pas besoin de dispatcher tes dépenses en catégories, ni de savoir, combien de pourcentage tu dépenses pour telle chose. Non, tu dois savoir très exactement ce que tu as sur ton compte, combien tu dépenses, quand, pourquoi, à qui tu dois de l'argent, qui te doit de l'argent, depuis quand et pourquoi. Rappelle-toi que le premier pas est toujours le plus difficile. Plus tu avances, plus c'est facile. Maintenant que tu as ces 2 tableaux côte à côte, je pense que tu vois enfin ce qui se passe avec ton argent. Où est-ce qu'il va vraiment? Et pourquoi tu en es là financièrement? Bien entendu, il ne s'agit pas du tout de te fustiger ni de culpabiliser. Au contraire, il s'agit de regarder les choses en face et de voir cette étape très importante comme ton premier pas vers ta liberté financière. Je le répète, cette étape très importante est ton premier pas vers ta liberté financière. Pour rappel, mesdames, la liberté financière, ce n'est pas forcément être millionnaire ni milliardaire, ce n'est pas forcément faire partie des fameux 1% des gens les plus riches de la planète. Pas du tout. La liberté financière, c'est ne pas avoir de dettes, savoir bien gérer son argent, être en mesure de le diriger vers ce qui compte vraiment pour toi et, si tu le souhaites, créer une ou des sources de revenus supplémentaires pour ne pas dépendre d'un patron ou d'une institution, c'est-à-dire banque, État, aide sociale, etc. Je précise, si tu le souhaites. Je sais qu'on présente très souvent, trop souvent et à tort selon moi, la liberté financière comme une vie d'ultra luxe. Pour moi, ça n'a rien à voir. En réalité, chacune a sa propre définition de liberté financière. Par exemple, pour moi, cette liberté financière est très, 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 très liée à la liberté géographique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je veux pouvoir aller et venir à ma guise, visiter et m'installer où je veux sur cette magnifique planète, quand je veux et autant de temps que je veux. Donc, j'agis et je dirige mon argent et mes investissements en ce sens, dans cette direction-là, dans ma liberté géographique. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle est ta définition de liberté financière. C'est très intéressant et j'ai très très hâte de te lire. Je vous le rappelle, hein, mesdames, le fait de partager nos idées nous aide à trouver des solutions, nous aide à trouver des idées, des solutions pour avancer plus vite, plus sereinement et en plus, on se sent moins seul. C'est aussi à cela que ça sert une communauté. Maintenant, il est temps de faire ton budget mensuel et pour ça, tu dois savoir 2 choses. La première chose à savoir, je n'en ai jamais entendu parler quand on parle de finances personnelles. Pourtant, elle est évidente. C'est même une règle fondamentale de la comptabilité de base. Tu le sais déjà si tu as lu mon livre Fini les dettes, la comptabilité de base s'adapte parfaitement aux finances personnelles. Avant tout parce que c'est addition-soustraction totale, hein. Elle est fondée sur la chronologie et un système d'addition-soustraction totale, comme je viens de te le dire. En clair, dans ton tableau de budget mensuel, tu vas inscrire toutes tes entrées d'argent et toutes tes sorties d'argent à date réelle. Tu comprends mieux pourquoi il est important d'avoir ton dernier relevé bancaire près de toi, n'est-ce pas? Voici un exemple tout simple. Moi, j'étaye mes propos avec des chiffres. On parle d'argent ici, donc je mets des chiffres. Tu es payé, on va dire 1000 euros. Je choisis un chiffre petit et rond pour la compréhension, c'est plus simple. Donc, supposons que tu sois payé 1000 euros le premier du mois. Donc, dans ton tableau de budget mensuel, tu vas à la date du 1. Dans la colonne date, tu inscris 1. Tu marques 1000 euros dans la colonne entrée d'argent et salaire dans la colonne information. Maintenant, on va dire que tu paies ton loyer ou ta mensualité de prêt immobilier de 400 euros le 10 du mois. Eh bien, dans ton tableau de budget mensuel, tu vas à la date du 10, tu écris 400 dans sortie d'argent et loyer ou prêt immo dans la colonne information. Tu fais la même chose pour chaque entrée et chaque sortie d'argent, je le répète, à date réelle. Là, normalement, tu te rends compte qu'il y a des dépenses et des entrées d'argent récurrentes qui reviennent à date fixe et dont le montant est fixe ou connu à l'avance. Et voici une astuce toute simple pour commencer à te libérer des dettes maintenant.
Lorsque tu fais ton budget mensuel, que tu prépares ta base, tu commences à remplir ton tableau avec ces informations-là, ces données fixes. Parce que c'est ça la base de ton budget mensuel et c'est ce qui te permet de savoir plusieurs semaines à l'avance où tu en seras à la fin du mois. C'est exactement comme ça que j'ai fait pour me libérer de mes 12 000 € de dette et construire une épargne de précaution solide et même commencer à investir dans mes entreprises. À la fin de ton tableau, tu as une ligne totale. Là, c'est tout simple. Tu additionnes toutes tes entrées d'argent, donc plus, 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 et tu écris le résultat tout en bas dans la colonne entrée d'argent. Ensuite, tu additionnes toutes tes sorties d'argent et là, pareil, tu fais plus, 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 et tu notes les résultats tout en bas dans la colonne sortie d'argent. Dernière étape, pour savoir combien il te reste à la fin du mois, tu fais ce calcul tout simple, c'est une soustraction. Total d'entrée d'argent, moins total de sortie d'argent. Alors, en général, c'est à ce moment-là que tu écarquilles fort les yeux et que ta bouche s'ouvre en grand. Je sais, moi aussi, je suis passée par là. Rassure-toi, cette frayeur est temporaire, ça va s'arranger. Tu écoutes Fini les dettes, tu lis peut-être déjà le livre Fini les dettes, ta situation financière va s'arranger. Petit 2, il existe un moyen très simple de réduire tes dépenses tout de suite. On est là pour ça. Il y a des dépenses incompressibles, comme le loyer, le prêt IMO, les autres prêts, je sais pas, la cantine, la nourriture, etc. Leurs paiements, sauf pour la nourriture malheureusement, sont fixes, connus à l'avance et payables à date fixe. C'est ce que j'ai appelé la base de ton budget mensuel. Ce sont des dépenses que tu es obligé de faire si tu as une vie classique et sédentaire comme la plupart d'entre nous. Ces dépenses-là, le loyer, les dépenses fixes et les dépenses non fixes, mais obligatoires comme l'alimentation, tu peux donc les budgétiser. Tu les rentres dans ton budget. Par contre, tu les rentres dans ton budget, pardon, c'est donc ta base de budget mensuel. Tu peux pas vraiment agir dessus parce qu'il va falloir que tu te nourrisses quand même. Tu vas pas rester 30 jours sans manger ni boire, ça va pas être possible. Par contre, tu peux agir sur tes dépenses non essentielles. Les dépenses non essentielles, pour rappel, ce sont celles sans lesquelles tu peux très bien vivre. Je vais te donner 2 ou 3 exemples. Je pense que tu peux tout à fait vivre, normalement et rester, plutôt sereine, hein, si, tu, ne vas pas au cinéma. Voilà, si, tu ne te payes pas de magazine, si tu vas pas à la salle de sport. Tu vois? C'est ça les dépenses non essentielles. Si tu vas pas chez le coiffeur, voilà, si tu te coupes pas les pointes là ce mois-ci, tu vas pouvoir survivre. Dans l'épisode de la semaine dernière, je te proposais de noter toutes tes dépenses quotidiennes. Cet exercice-là que je t'ai donné la semaine dernière, c'était comme un préambule à cet épisode d'aujourd'hui parce que tu as pu voir quelles dépenses sont nécessaires et lesquelles ne le sont pas. Là, pour équilibrer ton budget, sortir du rouge et commencer à sérieusement rembourser tes dettes, je t'invite à choisir une ou deux dépenses non essentielles et à les réduire ou à carrément les supprimer de ton budget, au moins le temps de sortir du rouge. Parce que ça va te permettre d'économiser cet argent non dépensé et de l'utiliser pour quelque chose de plus important qui est rembourser tes dettes. Les lectrices de Fini les dettes le savent. J'avais une passion pour les bougies. J'en achetais des tonnes et ça contribuait à plomber mon budget. C'est chouette, hein, les bougies, hein. C'est très cosy, ça met une petite ambiance, une lumière sympa. Mais en acheter des tonnes quand on ne gère pas son budget, eh ben, ça plombe ton budget. Ça te ruine financièrement. Dès que j'ai retiré cette dépense de mon budget mensuel, j'ai pu économiser plusieurs dizaines d'euros par mois. J'aime toujours autant les bougies. Et maintenant que je n'ai plus de dettes et que ma situation financière s'est grandement améliorée, je peux en acheter autant que je le souhaite. Il y a une autre dépense que j'ai retirée de mon budget et que je n'ai pas réintroduit. Il s'agit des produits qui contiennent de l'huile de palme. J'ai fait ce choix pour des raisons écologiques. D'ailleurs, je te laisse faire tes recherches sur le sujet. Il y a de l'huile de palme partout, ou presque, y compris dans l'alimentation industrielle. Eh bien, sache que le fait d'avoir choisi de ne plus consommer de produits contenant de l'huile de palme m'a fait économiser, tiens-toi bien, plusieurs centaines d'euros par mois. Et ça m'a permis de réfléchir à mon alimentation et donc d'être en meilleure santé et d'être plus responsable de mon impact personnel sur la planète. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi en commentaire quelles dépenses tu es prête à arrêter de faire pour en finir avec les dettes. Tu le comprends là, je pense que c'est toi qui décides. Il s'agit de ton argent, il s'agit de tes choix.
C'est ta vie, ta responsabilité. Tu peux aussi, suivre une règle précise pour contrôler ton budget et sortir progressivement de tes dettes. Alors attention, ce n'est pas ce que j'ai fait. Ce n'est pas ce que j'ai fait parce que je préfère les choses simples, mais je sais que ce genre de règle a bonne presse. Donc je le répète, je n'ai pas suivi, de règles précises, mais je sais que ce genre de règle a bonne presse, donc j'en parle ici. Parce que ce genre de règle est toujours très à la mode et puis ça donne le sentiment de mieux contrôler ses finances. Je le répète une 3e fois, pardon, je n'ai suivi aucune règle précise. Je me suis contentée de faire simple et d'agir avec logique, grâce à la comptabilité de base. Comme je te le confiais dans le premier épisode de ce podcast, je suis diplômée en compta. Et la comptabilité, c'est simple et logique. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas suivi de règles précises. Mais ici, je te présente la règle des 50-30-20 parce que c'est probablement la plus populaire et c'est aussi celle qui s'adapte le plus facilement à toutes les situations. Cette règle-là de 50-30-20 permet de contrôler ton budget et de sortir progressivement des dettes, de ne plus être dans le rouge et d'en finir avec les découvertes à répétition. Je t'explique brièvement cette règle. Avec cette règle, pardon, tu divises le montant de tes revenus en trois parties. Tu prends 50% de tes revenus, donc la moitié, et tu l'utilises pour les dépenses essentielles, fixes et non fixes. Ensuite, tu prends 30%, c'est-à-dire un peu plus de ce qui reste pour l'épargne et le remboursement des dettes. Et le reste, les 20%, sont destinés aux dépenses plaisir. Personnellement, j'ai misé sur la frugalité pour rembourser plus de 12 000 euros en 2 ans. Je t'en parle un peu plus loin dans cet épisode. Je n'ai donc pas utilisé cette règle car, comme tu le sais, si tu as déjà lu Fini les dettes, je n'avais pas le loisir de piocher parmi toutes les règles de gestion de budget qu'on peut trouver partout aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple, parce que je n'avais pas un centime de disponible. En effet, tout mon argent allait dans le remboursement de mes dettes et le paiement des factures essentielles. Sincèrement, c'était très difficile parce que j'étais mère et que je ne pouvais absolument rien offrir à mon enfant. Heureusement, j'ai tenu bon et aujourd'hui, tout ça est très loin derrière moi, ce n'est qu'un vilain souvenir. En effet, je vis sans dette depuis 2013, donc depuis plus de 10 ans. Passons maintenant à l'étape 2. Définir un plan de remboursement, la stratégie boule de neige, vs la stratégie avalanche. Définir un plan de remboursement permet d'y voir plus clair et de savoir où on va. Je t'en ai brièvement parlé un peu plus haut, c'est le fameux plan d'épurement que tu retrouves en annexe du livre Fini les dettes. C'est ce que j'ai fait et en toute honnêteté, le plan d'épurement, ça marche à tous les coups. Pourquoi? Parce qu'il suffit de suivre le plan, tout simplement. Je te l'ai dit, je le redis, j'aime les choses simples. Suis le plan. Tu peux choisir ce qui te convient le mieux entre la stratégie boule de neige ou la stratégie avalanche. Alors, pour rappel, la stratégie boule de neige consiste à rembourser les plus petites dettes en premier pour profiter de la satisfaction psychologique d'atteindre les obstacles. La méthode avalanche, elle cible d'abord les dettes avec le taux d'intérêt le plus élevé pour économiser sur le long terme. Ces deux stratégies sont bonnes parce qu'elles fonctionnent. Personnellement, j'ai choisi la stratégie boule de neige pour une raison toute simple. J'avais besoin de retrouver confiance en moi et de me sentir fière de moi rapidement. Ce n'est un secret pour personne. Quand on divorce, et quelles que soient les raisons du divorce, on se sent pas super à l'aise avec soi-même. On perd une grande partie de notre confiance en soi. Et donc, moi, à ce moment-là de ma vie, comme beaucoup de gens à travers le monde, j'avais besoin de me sentir fière de moi et de retrouver confiance en moi. De plus, j'avais automatisé mes finances. Donc, pendant que je remboursais rapidement les petites dettes, eh bien, les plus grosses dettes se remboursaient aussi, mais progressivement. Je t'explique un peu plus loin dans cet épisode. Étape 3, générer des revenus supplémentaires sans aide extérieure. J'aurais adoré générer des revenus supplémentaires. J'y pensais encore ce matin. J'adorerais être en mesure de gagner plus d'argent. Mais je ne pouvais pas et je ne peux toujours pas. D'abord parce que ma santé ne me le permet pas. Je n'ai pas la force physique nécessaire pour faire plein de métiers différents, courir entre deux jobs, etc. Ça ne fera jamais partie de ma vie du fait de ma santé. Et puis, à ce moment-là de ma vie, j'étais déjà à temps plein et je cumulais des heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires augmentaient mes revenus, mais je n'ai pas pu en profiter. Parce que même quand j'ai dit, parce que une fois divorcée, j'ai continué de travailler, mais je suis tombée et je me suis lourdement blessée. Résultat, j'ai été en arrêt maladie longue durée pendant 3 ans, ce qui a entraîné une grosse perte de mes revenus. Si votre santé vous le permet, il est très important de diversifier vos sources de revenus. Par contre, mesdames, ne mettez pas votre santé en péril. Moi, j'ai déjà ce problème de santé. J'ai cumulé les heures supplémentaires, ce qui m'a plus fatiguée. Et lorsque j'allais visiter un appartement, un appartement, donc après mon divorce, eh bien, je me suis blessée. Je suis tombée lourdement et je me suis blessée. Donc, grosse, grosse, grosse diminution de revenus. C'était clairement pas la meilleure phase de ma vie. En tout cas, si votre santé vous le permet, et je vous le souhaite du fond du cœur, diversifiez vos sources de revenus autant que possible, parce que c'est ce qui va vous permettre de maximiser vos remboursements. Cela signifie que vous aurez plus d'argent pour augmenter le montant de vos mensualités et donc rembourser vos dettes plus rapidement. Pardon. Vous allez donner plus d'argent pour rembourser pendant moins longtemps. En diminuant la durée du remboursement, vous réduisez le montant des intérêts et surtout, vous êtes libre plus tôt que prévu. Il existe plein de jobs flexibles et rentables. L'idée vraiment, c'est de monnayer vos compétences et si, mesdames, vous en avez forcément. Tout le monde a un ou deux domaines dans lesquels il est à l'aise. Tu n'as pas besoin d'exceller, je t'assure. Tu peux très bien donner des cours de dessin ou faire de l'aide aux devoirs, garder des enfants ou livrer des repas. Tu peux aussi être freelance dans un domaine précis, faire des missions temporaires ou plus simple encore, faire des heures supplémentaires dans ton job actuel. Tu vois, il existe forcément des solutions. Évidemment, tu peux vendre les objets que tu n'utilises pas ou que tu n'utilises plus. Cela te rapportera du cash, c'est donc de l'argent liquide immédiatement. Tu peux même faire de la location de biens non utilisés. Alors, quand on parle de biens, ça peut être un bien immobilier, un appart, un box, un garage, etc. Mais aussi la location de ton véhicule ou de matériel. Pour augmenter tes revenus, il faut plusieurs sources de revenus. Et pour créer plusieurs sources de revenus, eh bien, il faut parfois être créatif. D'ailleurs, partageons notre créativité. Partage en commentaire, je t'invite à partager en commentaire des idées pour augmenter tes revenus. Cela aidera toutes les auditrices. Je crois que pour combiner un emploi principal avec des activités secondaires, il faut avoir une bonne organisation et rester motivé, certainement surtout quand on est maman. Dis-toi que ce n'est que pour un moment, juste le temps de te libérer de tes dettes. Et essaie de trouver des jobs qui t'intéressent et où t'amusent. Si en plus tu peux embarquer avec toi des personnes que tu aimes et avec qui tu t'entends bien, là c'est tout bénef pour tout le monde. Jackpot, j'ai envie de te dire. Passons maintenant à l'étape 4 qui consiste à réduire les dépenses mensuelles grâce à la stratégie de frugalité intelligente. Là, on aborde une étape que je trouve vraiment intéressante parce qu'elle n'est pas fatigante et qu'elle est abordable pour tout le monde, quelle que soit la condition ou la santé. La frugalité intelligente est un concept puissant, surtout pour celles et ceux qui souhaitent se libérer des dettes tout en maintenant une qualité de vie qui reste agréable. Alors, qu'est-ce que la frugalité intelligente? Dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 3 de ce podcast, je vous ai un peu parlé de frugalité intelligente sans pour autant entrer dans les détails. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. La frugalité intelligente va au-delà du simple fait de se priver. Elle implique de faire des choix financiers judicieux, de réduire les dépenses inutiles tout en conservant les aspects essentiels qui nous apportent de la valeur et du bonheur, comme les fameuses bougies de tout à l'heure. Plutôt que d'abandonner tous les plaisirs, la frugalité intelligente consiste à adopter des pratiques astucieuses qui permettent de dépenser moins d'argent sans renoncer à tout ce qui enrichit réellement notre quotidien. Voici quelques exemples de frugalité intelligente. Petit 1, prioriser la qualité sur la quantité. Plutôt que de multiplier les achats bon marché, investir dans des produits de qualité qui dureront plus longtemps peut se révéler plus économique à long terme. Petit 2, faire des achats stratégiques et saisonniers. Profiter des soldes, des offres de seconde main et des occasions saisonnières permet de réduire les dépenses sans sacrifier le confort. Par exemple, attendre les ventes d'hiver pour acheter des vêtements ou des articles de sport à des prix réduits. Petit 3,
Éliminer les petites dépenses invisibles. Repérer les abonnements inutilisés, les frais bancaires évitables ou les petites dépenses quotidiennes comme les cafés et les snacks à emporter. Ce sont souvent, très souvent, ces petites dépenses qui, accumulées, freinent les progrès vers la réduction des dettes. Petit 4, optimiser les ressources gratuites. Utiliser les bibliothèques pour les livres. Écouter des podcasts gratuits, comme Fini les dettes, que vous êtes en train d'écouter maintenant pour l'éducation financière ou participer à des événements gratuits sont autant de façons de se cultiver et de se divertir sans frais. D'ailleurs, petite parenthèse, en ce moment, c'est dans la fin novembre, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, il fait donc froid et j'aime hiberner. Blague à part, du fait de ma santé, quand il fait froid comme ça, j'ai plus mal au corps et la marche est d'autant plus pénible, donc j'envoie, mon époux et nos enfants. En fait, ils vont régulièrement à la bibliothèque et je leur demande de me constituer une box de livres. Si je m'écoutais, j'irais une fois par semaine à la librairie pour dévaliser la librairie, tout simplement. Mais j'ai des projets, financiers qui nécessitent donc de l'argent, donc je fais, actuellement de la frugalité intelligente. Je leur dis: «Trouvez-moi, 2 romances, 2 pièces de théâtre» et puis voilà. Comme ça me fait une petite surprise, à 0 €. Voilà, c'était la petite idée, pour les férus de lecture comme moi. Fin de la parenthèse. Alors, revenons-en à nos moutons. Comment la frugalité intelligente contribue à la réduction des dettes? Eh bien, la frugalité intelligente libère des fonds chaque mois en transformant des dépenses impulsives en dépenses intentionnelles. Pour revenir à mon exemple, à ma petite parenthèse de livre, franchement, j'en aurais eu pour 120 € en moyenne par mois si j'allais à la librairie. Eh bien, c'est 120 € d'économiser et donc d'injecter dans 120 € injectés. C'est très bizarre comme image. Mais en tout cas, ces 120 €, je les destine à mon projet qui a besoin d'argent, qui nécessite de l'argent. Donc toi, si tu es comme moi et que tu aimes les livres, je te conseille d'économiser de l'argent en allant à la bibliothèque. Tu regardes au dos du livre combien t'aurait coûté le livre et tu vois ce que tu as rapporté, c'est ton frugalité intelligente. Voilà, c'était le petit exemple. Cet argent peut alors être redirigé vers le remboursement de tes dettes et accélérant ainsi le processus de ton désendettement. La frugalité intelligente, ce n'est pas se priver, c'est optimiser. Vous n'êtes pas obligé de tout sacrifier pour rembourser vos dettes. Il suffit de faire les bons choix là où ça compte vraiment. Étape 5, s'engager dans la durée et rester motivé. Ça, c'est probablement ce qui est le plus difficile. Vous avez certainement compris à quel point j'aime les plans et les stratégies. Je vous en ai parlé tout au long de cet épisode et mon livre Fini les dettes est clairement la stratégie planifiée pour prendre ou reprendre le contrôle de vos finances et en finir avec les dettes une bonne fois pour toutes. Pourtant, rester motivé est difficile pour tout le monde. Surtout quand on a le sentiment de sacrifier une partie de sa vie pour réparer une erreur financière lourde de conséquences. On se sent souvent seul dans ce cheminement et on a l'impression qu'on n'a pas le droit à l'erreur, que la moindre dépense peut aggraver la situation. Résultat, on stresse, on culpabilise et on n'a qu'une seule envie, dépenser de l'argent pour se faire plaisir ou pour se punir. Parce que oui, mesdames, l'argent peut être utilisé à mauvais escient, utilisé comme un outil de sanction dès lors qu'on a un mauvais rapport à l'argent. D'ailleurs, je vous en parle dans le deuxième épisode de ce podcast. Je vous parle de rapport à l'argent, pourquoi et comment l'améliorer. De plus, dans le livre Fini les dettes, il y a un petit exercice pour savoir si vous êtes plutôt cigale ou plutôt fourmi. Sincèrement, faites cet exercice du livre. C'est rapide, c'est rigolo et ça vous aide à y voir plus clair, à comprendre les raisons qui vous poussent à utiliser l'argent d'une certaine manière. Pour en revenir à la motivation, quand on se lance dans un grand projet, on fait toutes face à des périodes de découragement. Et ça, mesdames, c'est normal, surtout quand le projet est important. Et se libérer de vos dettes, c'est important. Aujourd'hui, j'ai suffisamment de recul pour partager avec vous 3 grands moments où je me suis sentie vulnérable et vraiment découragée et comment j'ai pu garder la motivation nécessaire pour rembourser plus de 12 000 € de dettes sans aide extérieure.
Durant ces moments de découragement, je voulais tout arrêter, vraiment, parce que je me disais que ce que je faisais ne servait à rien, que je n'y arriverais jamais et que ce n'était pas juste. Premièrement, j'ai été découragée quand je voyais les autres profiter de la vie, quand ils partaient en vacances et pas moi, quand ils me racontaient leur voyage que je ne faisais pas, quand ils me disaient combien leur avait coûté leur mariage alors que je venais de divorcer, mais aussi quand ils faisaient des choses toutes simples, mais que moi je ne pouvais pas me payer. Vraiment des choses toutes simples, sortir prendre un verre, aller au ciné, dîner avec des amis, quand ils pouvaient faire des cadeaux et s'offrir des choses, et pas moi. Deuxièmement, quand je ne pouvais rien offrir à mon enfant. Ça a certainement été le plus dur. Et je vous en parle à cœur ouvert dans le livre Fini les dettes. Je suis très transparente sur le sujet, je n'ai aucun mal à en parler, aucun tabou là-dessus, parce que je sais que ça nous concerne toutes. Je n'avais pas du tout les moyens d'offrir quoi que ce soit à mon enfant, parce que la totalité de mon argent allait dans les factures et dans le remboursement de mes dettes. Je n'avais absolument pas de marge et je n'avais pas d'argent de côté pour les petits plaisirs. Je m'en voulais énormément parce que elle, ma petite princesse, elle n'avait rien demandé. Elle n'avait rien fait pour devoir subir cette situation. Pourtant, on a dû déménager, elle a dû changer d'école et en plus, je ne pouvais rien lui offrir. Même pas un tour de manège à 1 euro, ni une glace, rien. Pas de vêtements, pas de sortie, pas de plaisir, pas de jouets, pas de livres, rien. Et ça, c'était vraiment très très dur à vivre. Troisièmement, en voyant les autres soutenus par leurs proches. Tout le monde, sachez-le mesdames, hein, tout le monde a un jour ou l'autre des problèmes d'argent. Même si ça peut être difficile à croire, surtout à cause des réseaux sociaux qui nous font croire que tu peux être blindé du jour au lendemain et ne plus jamais avoir de problème d'argent, même si ça peut être très difficile à croire, tout le monde passe par là. Une baisse subite d'argent, un déménagement inévitable, la nécessité de sortir une grosse somme d'argent, un accident qui endommage la voiture, l'électroménager qui tombe en panne ou un réajustement des impôts qui n'est pas en notre faveur, une facture de la CAF sortie d'on ne sait où, pardon. Bref, tout le monde passe par là. Mais il y a une chose face à laquelle nous ne sommes pas toutes égales, mesdames. Et ça, c'était très dur à encaisser pour moi. Je trouvais particulièrement injuste que certaines personnes puissent compter sur leurs proches en cas de pépin. Surtout que personne n'ose jamais vraiment parler d'argent. Vous le savez, hein, l'argent est un énorme tabou et encore plus pour les femmes. Même si, heureusement, ça tend à changer parce que la parole se libère, qu'il y a de plus en plus de contenu qui parle d'argent, comme ce podcast Fini les dettes et mon livre éponyme. Quand quelqu'un me disait un truc comme ma machine à laver a pété, heureusement que ma sœur ou ma mère ou je ne sais qui a pu me prêter de l'argent, ça me mettait sincèrement un coup au moral. Vraiment. Quand on me disait, «Je veux m'acheter une voiture, je vais demander à un tel de me prêter de l'argent» ou bien «J'ai un gros retard de facture, un tel me prête de l'argent», c'était dur à entendre pour moi. Je suis très sincère. Bien sûr que j'étais contente pour ces personnes. Heureusement, je me disais heureusement qu'ils ou elles enfin qu'elles peuvent compter sur quelqu'un. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de ramener ça à mon histoire, à ma problématique. Moi, j'avais plus de 12 000 € de dette et je ne pouvais compter sur personne pour m'aider. En plus, ça me mettait en colère parce que personne ne nous apprend à bien gérer notre argent. Personne n'en parle. Comme si l'argent n'existait pas et pouf patapouf, dès qu'on a des problèmes d'argent, tout le monde est à l'écoute. Hop, t'as besoin d'aide? Et ne pas avoir d'aide extérieure me décourageait énormément. Surtout qu'au départ, je me suis lancée un peu à l'aveugle, je vous le dis honnêtement. Je ne savais pas du tout si mon plan allait marcher. Mathématiquement, logiquement, ça allait fonctionner. Mais dans les faits, en le vivant, en traversant cette période de désentendement, je ne savais pas si ça allait marcher. D'autant plus que je ne connaissais personne qui avait remboursé ses dettes et qui profitait pleinement de la vie. Vous voyez, le découragement est normal et est proportionnel à l'importance de l'objectif. Clairement, si je m'en fichais de rembourser mes dettes, ça m'aurait fait ni chaud ni froid de ne pas pouvoir offrir quoi que ce soit à mon enfant parce que j'aurais claqué mon argent dans des dépenses superflues pour lui faire plaisir entre guillemets. La seule chose qui fait plaisir à votre ou vos enfants, mesdames, c'est de que c'est vous, en fait. Lorsque vous êtes en sécurité financière, lorsque vous avez plusieurs mois de charges fixes d'avance, lorsque vous n'avez pas d'argent à rembourser, lorsque vous dormez sur vos deux oreilles parce que vous savez que vous n'avez pas de problème d'argent, vous êtes plus détendu et donc vos enfants ressentent ça.
C'est tout simple. Libérez-vous de vos dettes et vous aurez une meilleure qualité de vie, de vie de famille. Voilà, ça c'est dit. Maintenant que j'ai dit ça, voici comment j'ai su garder la motivation, même dans les moments les plus difficiles. Prenez des notes, les filles. Premièrement, j'ai beaucoup écrit. Si vous me suivez depuis un moment, y compris sur Instagram, vous le savez déjà. J'écris tous les jours depuis plus de 25 ans, depuis l'adolescence. L'écriture, c'est un formidable outil thérapeutique et d'auto-coaching. J'écrivais absolument tout, ce que je ressentais, mes peurs, mes objectifs, mes ratés, parce que oui, il y en a eu quelques-uns, et ce que je ferais une fois que toutes ces dettes seraient derrière moi. J'écrivais mes rêves. Ensuite, j'avais un plan bien précis et bien structuré me menant à la liberté financière. Je n'avais rien à faire d'autre que le suivre et avancer pas à pas en suivant chaque étape. Les filles, ça fonctionne. Au moment où j'enregistre ce quatrième épisode, ma première maison est en construction. Et j'ai fait tout ça sans la banque. Ça fonctionne. Établissez un plan, suivez-le pas à pas, avancez en suivant chaque étape. Chose suivante, j'ai mis en place un plan de remboursement en utilisant la stratégie Snowball dont je vous ai parlé plus tôt et j'ai couplé ça avec l'automatisation financière. Et franchement, rayer chaque dette remboursée m'apportait une bouffée de bonheur et de fierté à chaque fois. Le simple fait de regarder mon plan d'épurement avec des dettes barrées, ça me rendait heureuse. Chose suivante que je faisais, je m'offrais des récompenses à la hauteur de mes moyens. Je vous invite à faire pareil. Par exemple, vous pouvez célébrer chaque 1000 € remboursés en vous offrant quelque chose qui vous fait plaisir. Pour cela, faites un suivi régulier de vos progrès, de manière très simple. Vous pouvez faire un tracker avec une barre de progression et vous en mettez une à chaque 1000 € ou un autre montant qui vous convient mieux. Choisissez évidemment un truc dont vous avez vraiment envie et très très important que vous pouvez vous offrir à ce moment-là. Collez une photo ou écrivez ce que c'est à côté de chaque palier. Vous pouvez aussi dessiner si vous avez un talent de dessinatrice. Ça peut être crier victoire ou bien vous faire un beau restaurant ou un objet que vous désirez vraiment, etc. C'est un excellent moyen de vous motiver. En clair, mesdames, vous créez votre propre carotte. Vous vous auto-coachez, vous vous auto-motivez. Cela vous rappelle aussi pourquoi est-ce que vous faites ça. Pourquoi vous voulez vous libérer de vos dettes tout en vous récompensant. Parce que, disons les choses clairement, il faut du courage pour se libérer de ses dettes. Surtout dans une société où tout le monde vit à découvert, où tout le monde vit à crédit, où la norme est l'endettement, où les gens qui proposent de vous accompagner dans la création de vos entreprises ou dans vos propres défis personnels ou financiers vous disent faites-vous financer à 110% par la banque. Il faut du courage pour se libérer de ces dettes, mesdames. Et bonne nouvelle, vous êtes des femmes courageuses, vous méritez ce qu'il y a de mieux. C'est pour ça que vous faites tout ça. Écrivez pourquoi est-ce que vous voulez vous libérer de vos dettes et mettez-le bien en vie. Bien en vue, pardon. Dans le livre Fini les dettes, je vous conseille d'écrire vos 3 grandes priorités. Moi, c'est ce qui va vous motiver, le plus pour avancer, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle est ta raison principale, ton fameux pourquoi. Pourquoi est-ce que tu ne veux plus jamais avoir de dettes? Partager cela t'aide à rester motivé et à t'engager envers toi-même et envers la communauté de femmes qui veulent en finir avec le dette et devenir financièrement autonomes. Et puis, ça encourage les autres à tenir bon, elles aussi. Nous arrivons à la phase du bilan et des conseils finaux et encouragement. Nous voilà donc au bilan de ce quatrième épisode dans lequel je vous ai partagé ma stratégie pour rembourser plus de 12 000 € de dettes sans aide extérieure. Nous avons vu ensemble les 5 étapes suivantes. Étape 1, dresser un état des lieux précis de vos finances pour bien comprendre où vous en êtes. Étape 2, prioriser les dettes selon les taux d'intérêt ou le montant des mensualités en fonction de ce qui vous met le plus à l'aise. Pour rappel, la stratégie de la balance, c'est prioriser les dettes en fonction de leur taux d'intérêt, tandis que la méthode Snowball permet un remboursement de la plus petite à la plus grande dette. Étape 3, mettre en place un budget réaliste, peut-être inspiré par la règle des 50-30-20 adaptée à votre situation, ou alors autre chose. Étape 4, adopter une approche de frugalité intelligente, c'est-à-dire dépenser avec intention sans tout sacrifier. Étape 5,
Restez motivé, ajustez votre plan si nécessaire et vous rappelez que chaque petite étape vous rapproche de la liberté financière. Je veux vraiment insister sur un point essentiel, mesdames. Chaque effort compte. Si vous commencez petit, c'est déjà un pas dans la bonne direction. La liberté financière n'est pas un objectif inatteignable. Elle se construit jour après jour, action après action. Même des changements minimes dans vos habitudes peuvent avoir un impact considérable à long terme. Le plus important, c'est de commencer aujourd'hui avec ce que vous avez. N'attendez pas d'avoir toutes les réponses. Prenez simplement la décision de faire un premier pas. Je suis convaincue que vous en êtes capable. Vous êtes suffisamment intelligente, vous êtes suffisamment forte pour y arriver. N'hésitez pas à me faire part de votre parcours, les filles. Si vous avez des questions, des réussites à partager ou même des moments de doute, je suis là pour vous. Vous pouvez me contacter via l'adresse qui s'affichera en dessous de cette vidéo ou laisser un commentaire sous cet épisode. Mesdames, nous sommes une communauté et c'est ensemble que nous avancerons. Cet épisode touche à sa fin. Il était très long et j'ai adoré l'enregistrer. Si cet épisode vous a inspiré ou aidé, je vous invite à le partager autour de vous, ne serait-ce qu'à une seule femme de votre entourage, une seule femme que vous connaissez. Il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui en a besoin en ce moment. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. N'oubliez pas aussi de vous abonner au podcast sur cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains épisodes et rester motivé dans votre parcours vers une meilleure gestion de vos finances personnelles. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de cette vidéo de podcast. Bien entendu, je vous donne rendez-vous ici chaque mardi à 14 heures pour un nouvel épisode du podcast Fini les dettes. Et la semaine prochaine, nous verrons comment démissionner d'un job qu'on déteste, comment gérer financièrement ce choix risqué. Si tu as envie d'approfondir, d'aller plus loin, mon livre Fini les dettes est là pour t'accompagner étape par étape vers ta liberté financière. Merci encore d'avoir été à l'écoute et souvenez-vous, mesdames, la liberté financière commence par une petite décision que vous prenez aujourd'hui. La liberté financière commence par une petite décision que vous prenez aujourd'hui. On se retrouve mardi prochain à 14 heures ici même sur ma chaîne YouTube. En attendant, prenez grand soin de vous, prenez grand soin des vôtres, prenez grand soin, prenez le temps d'écrire parce que ça aussi c'est important. Bye bye!